le document du tribunal d'Abidjan par devant le témoin. De plus, Monsieur le Président, le document discuté est un document divulgué par l'accusation. Je suis en mesure de croire que l'accusation ne peut pas se permettre de nous divulguer des documents faux. En tout cas, jusqu'à présent, j'ose croire que ça ne peut pas être le cas. Le document allégué est un document établi par le tribunal de première instance d'Abidjan, portant le sceau du tribunal de première instance d'Abidjan, divulgué par l'accusation et non par la défense. De là à dire que son contenu serait faux, il est un pas que je pense que l'accusation ne devrait pas franchir. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous accordons la bonne foi à l'accusation. Il a été plusieurs fois question de ce que cette déposition ne comprendrait pas il a été plusieurs fois question de ce que ce document ne comprendrait pas de questions. Comme l'a aussi souligné Maître Altit, il nous a été plusieurs fois produit, je peux citer le témoin P414 et P00238, pour lesquels nous avons eu des dépositions sans question, avec seulement que des réponses. Et donc, je pense que les deux arguments utilisés par l'accusation sont proprement fallacieux. En outre, et sans rentrer dans certains détails, parce que nous sommes en audience publique, je voudrais profiter pour ne pas qu'il y ait des allées et venues du témoin. Peut-être qu'après, pour passer la parole à l'accusation, vous passerez à huis clos. Nous comptons présenter un document pour lequel l'accusation nous a déjà envoyé un mail pour dire qu'il ferait objection. Et donc, si le débat sur ce document peut se faire avant que le témoin ne revienne au prétoire, il serait mieux indiqué. Merci, Monsieur le Président. Président, Monsieur le procureur, Monsieur MacDonald, Madame, Messieurs les juges, j'ai deux choses à dire. Tout d'abord, nous allons passer à huis clos pour parler de ce sujet parce que il y a une indication très claire de l'utilisation de ce document et c'est M. Demedjian qui va présenter les arguments de l'accusation sur ce point. Mais j'aimerais revenir sur autre chose, sur le processus. Ce PV d'audition est une communication au titre de la règle 77. Nous sommes obligés, tenus de le faire. Nous l'avons reçu et nous l'avons donné à la défense. Et dans d'autres affaires, on a déjà obtenu ce genre de documents du côté de la défense à propos de témoins de l'accusation qui avaient témoigné devant les autorités ivoiriennes. Alors, la question est la suivante maintenant. On ne suit pas un processus logique pour l'instant. Pas le même en tout cas que celui que nous avions suivi par le passé. Premièrement, on présente le contenu du PV d'audition et le témoin va reconnaître s'il l'a dit ou non. S'il dit non, je n'ai pas dit ça, alors là on s'arrête. Ou alors on demande une clarification immédiate et ici en l'espèce, je ne sais pas si on est en audience publique ou pas, mais il va parler du pays plutôt que du non. Alors on n'est même pas en train de faire tout cela. On ne présente même pas cela au témoin pour lui demander s'il se souvient avoir tenu ses propos. On a un document et on prend comme prémisse que ce qu'il a dit était exactement ce qui est consigné. Or, on sait très bien, quand on voit nos propres transcrits, qu'il y a toujours des erreurs. Toujours.
et on envoie des clarifications. Et on a un rapport verbatim. Mais là, on a un procès verbal qui n'est pas mot pour mot, qui n'est pas verbatim. Et c'est au témoin, donc, de dire à la Chambre s'il se souvient avoir dit cela. S'il dit non, je ne m'en souviens pas, eh bien, théoriquement, on doit s'arrêter. Et mes collègues doivent, lors de la présentation de leurs moyens, présenter la personne qui a fait le PV d'audition. Un PV d'audition, ce n'est pas un compte-rendu mot pour mot. Il peut y avoir des erreurs, tout comme dans nos transcripts. Alors, l'exactitude de ce PV d'audition doit être établie. Nous sommes uniquement le conduit par lequel la communication se fait. Et la communication s'est faite en toute bonne foi. Et le témoin, il avait dit, oui, on a dit, j'ai dit ça, oui, je n'ai pas dit ça. Et on a corrigé. Mais on a dû attendre, mélanger, avoir 4 déclarations mélangées sans avoir le processus correct employé, c'est-à-dire demander à chaque fois si le témoin se souvient avoir tenu ces propos-là et répondre oui ou non. Alors on n'est pas du tout en train d'essayer d'empêcher la défense de faire son contre-interrogatoire en utilisant des dépositions préalables déjà faites soit dans ce prétoire, soit ailleurs que dans ce prétoire. Mais ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut être équitable envers le témoin. Il faut lui donner la possibilité soit d'accepter le contenu, soit d'y apporter ses modifications s'il le souhaite. C'est notre position. Elle est claire. Donc, je pense que la défense est un peu trop rapide. Et comme on dit en français, il saute des étapes. Et quant au deuxième point, eh bien, vu la nature du document dont nous parlons, je pense que nous devons en parler à huis clos. Il s'agit de ce rapport fait par un expert, voire par un professionnel en Côte d'Ivoire, pour savoir s'il peut être employé et s'il le peut, comment il doit être employé. Le président. Alors pour ce qui concerne le point abordé par le bureau du procureur juste avant le déjeuner, avant qu'on lève la séance, je crois que le bureau du procureur n'est pas intervenu sur le fond de la déposition, mais plutôt sur la méthode employée. Et je pense que l'accusation l'a fait à juste raison. Comment présenter à un témoin des déclarations? Quelle méthodologie employer? Ce qui est essentiel, pas uniquement pour le témoin, mais aussi pour la Chambre, c'est de savoir si la citation et la présentation de cette citation et de cette déclaration vient d'un PV qui est exhaustif et exact à mot pour mot, recueilli par le bureau du procureur lors d'une autre affaire, ou bien s'il s'agit d'un résumé seulement venant d'une autre affaire. Et c'est essentiel pour la Chambre. La Chambre a besoin de savoir ça. La Chambre ne voudrait surtout pas être induite en erreur sur ce propos. Donc, lorsqu'il y a présentation de déclarations antérieures, je souhaite avoir la citation, mais j'aimerais aussi savoir quelle est la nature de cette déclaration. Comment la déclaration a été recueillie par les autorités compétentes, qu'elles soient ivoiriennes ou autres, pour que nous soyons informés, pour que nous connaissions un peu le contexte dans lequel cette déclaration a été recueillie. Voilà. Je pense que maintenant, nous pouvons poursuivre l'interrogatoire du témoin. Ah non. Je demande à monsieur l'huissier de faire venir le témoin. Monsieur Desmédian est debout. Monsieur McDonald est debout maintenant. Je ne veux rien interrompre, hein, bien sûr. Il est évident que c'est vous qui dirigez les débats. Mais mon confrère disait qu'il serait peut-être bon d'avoir ce débat maintenant, avant que le témoin ne rentre dans le prétoire. Parce que ça va devenir en fait un problème que nous allons vivre en direct très bientôt. Le président, oui. Alors on va être en direct, on va voir le problème directement, rapidement. C'est un problème pour la défense. Moi, je sais très bien de quoi vous voulez parler.
Mais si cela devait intervenir que demain, on peut peut-être continuer. Est-ce que vous pensez que cette question portant sur ce document va intervenir bientôt, d'après vous? Vous savez, pour lequel ce document auquel s'oppose l'accusation. Moi, je ne connais pas votre stratégie à la défense. Monsieur McDonald, mon collègue, a quand même dit qu'il souhaitait. Il va intervenir maintenant, donc je souhaite que le débat soit évacué maintenant. Maître Shea. Président Maître Shea, Madame, Messieurs les juges, sur la question du huis clos partiel, puisque mon éminent confrère de l'accusation a dit qu'il convenait que nous passions à huis clos partiel, eh bien, selon nous, ce n'est pas du tout nécessaire, c'est superflu pour discuter de ce sujet, c'est-à-dire le rapport de l'expert. En effet, ce rapport de l'expert a déjà fait l'objet de discussions en public, en Côte d'Ivoire, lors des procès qui ont eu lieu là-bas. Donc, si tant est qu'il y avait des problèmes de confidentialité pour le témoin, de toute façon, c'est trop tard. Monsieur McDonald, mais contrairement à la Côte d'Ivoire, notre public ici, c'est le monde, par Internet, le monde entier. Il s'agit d'une allégation portant sur la santé de quelqu'un, et je pense que le monde n'a pas besoin d'être au courant. Alors en Côte d'Ivoire, quand c'est public, c'est les gens qui sont dans le prétoire qui sont au courant, les gens qui sont dans le public, et puis les journaux qui relayent cela, c'est tout. Alors que là, ça va être le monde entier. Et on est en train de parler quand même de l'aptitude de quelqu'un. Je pense qu'il faut être confidentiel pour ça. Je me souviens de tous les débats qui ont eu lieu autour d'une certaine personne qui se trouve ici dans le prétoire. Alors pourquoi est-ce que le témoin n'aurait pas droit aussi à ce que l'on préserve son intimité quand même ? And I would add, even more. Monsieur McDonald, reprenons. Et j'ajoute, si on ne peut pas utiliser ce document, si vous décidez que le document ne doit pas être utilisé, ne peut pas être utilisé surtout, dans ce cas-là, enfin, on présente ce rapport à tous. I think this may fall within rule. Je pense que cela peut peut-être tomber sous le coup de la règle 88, voire la règle 87. J'ai quand même 2 points à aborder, s'il vous plaît. Ah, vous avez déjà décidé. Bon, très bien. Le président, nous ne passons pas à huis clos partiel. C'est au parti d'être prudent. On ne parle pas du contenu, on parle de ce qui s'est passé, du déroulement de la chose. Comment ce document en est-il arrivé à exister? On ne va pas parler du contenu du document. Sinon, ça va être encore une expertise que nous allons faire. Donc ici, on est là uniquement pour parler de la question. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser? C'est tout ce que nous voulons savoir. Monsieur McDonald, je comprends très bien votre position, Madame, Messieurs les juges. On parle de la question et rien d'autre. Il me semble qu'il est très difficile pour les parties en présence ici de faire la différence entre d'un côté le contenu et l'utilisation. Ça va être très difficile à aborder. Ainsi, peut-être que nous considérons que c'est plus compliqué que ce que la Chambre pense à l'heure actuelle, certes, mais il va être inévitable de parler du contenu, c'est comme ça. Il va bien falloir qu'on explique ce qu'est ce document, comment il a été rédigé, par qui il a été rédigé, etc. Le président, mais jusqu'à présent, ne parle pas de contenu. Ça, c'est pas du contenu. Ce qui a été fait, ce qui a été écrit, par qui ça a été écrit, etc. Ça, c'est pas du contenu. Et c'est de cela qu'on parle. On ne parle absolument pas du contenu, de la teneur, du résultat du document.
Il manque qui a écrit, quand l'a écrit, pourquoi l'a écrit. Ça ne parle pas du contenu. C'est pas le contenu. Monsieur MacDonald, non, ce n'est pas le contenu. Très bien, très bien. Bon, je vois que vous avez donné des consignes très claires et il ne faut absolument pas parler du contenu. Alors, mes collègues sont avertis, mes confrères de l'autre côté sont avertis et je vais bien voir comment ils vont s'en sortir. Monsieur O'Shea, mais pour vous aider, si à un moment ou à un autre, dans les discussions, on va aborder le contenu, eh bien, on passera à huis clos partiel. C'est plus simple. Le président, eh bien, oui, ça me paraît tout à fait important et logique. Mais donc, je donne la parole maintenant à Maître Bougnon, puisque c'est lui qui veut utiliser ce document. Alors, vous avez été averti, vous savez ce que la Chambre vous autorise à faire et ce qu'elle ne vous autorise pas à faire. Vous pouvez aussi décider, vous savez. Nous pouvons décider sans pour autant avoir vent du contenu de ce document. Vous êtes averti, Maître Bougnon. Monsieur le Président, on entend le témoin? Oui, on entend le témoin. I wonder if it's wise that the witness is here. Le président, je ne sais pas vraiment si le témoin devrait être avec nous. Je ne sais pas si c'est très sage. Maître de Médian, vous m'ôtez les mots de la bouche. Bon, Monsieur le Président, c'est vous qui appréciez. Moi, We make a request for the witness to be excluded. Le procureur, nous demandons à ce que le témoin soit escorté hors du prétoire, s'il vous plaît. Le président, très bien. Désolé, monsieur le témoin, vous devez quitter le prétoire. Désolé. Bougnon. Président, Maître Bougnon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre position est celle-ci. Nous notons depuis le début de notre interrogatoire les variations dans les propos du témoin. Variations qui ont été constatées par le rapport d'expertise. Et donc, la défense comptait oui, c'est vrai qu'on est en public, je ne rentrerai pas dans certains détails. Et donc, la défense comptait utiliser le fond de ce rapport à huis clos avec le témoin pour expliquer les différentes variations. Well, I asked first. Président, j'ai demandé... Non, Maître O'Shea, voulez-vous prendre la parole sur ce point, Maître O'Shea? Oui, oui. Mais je préférerais que l'accusation donne son objection ainsi que sa justification et puis ensuite répondre à l'objection. Si vous acceptez que nous fonctionnions de la sorte, après tout, c'est leur objection. Monsieur Demedjian, eh bien, c'est pertinence. Nous avons une objection pour manque de pertinence et utilisation. La raison pour laquelle ce document doit être utilisé. Le président interrompant, c'est parce qu'il est sur la liste. Maître chef, voulez-vous que nous fonctionnons de la sorte? Le président, monsieur Demedjian, alors allez-y, faites votre objection. Monsieur Demedjian. Eh bien, madame, messieurs les juges, nous venons d'entendre Maître Bougnon vous dire qu'il souhaite utiliser
ce rapport parce que dans ce rapport, on remarque que le témoin donne des réponses qui varient. Et ça, c'était un rapport avant que le témoin ne témoigne où que ce soit. C'est un rapport qui a été écrit il y a 2 ans. Donc, à l'heure actuelle, je pense qu'on ne peut rien en déduire. Cette évaluation a été faite pour savoir si le témoin était apte à être jugé en Côte d'Ivoire. C'est tout. Absolument pas pour savoir s'il était apte à témoigner, premièrement. Deuxièmement, le rapport était disponible à l'époque du procès de Simone Gbagbo et le témoin a quand même été entendu. Il a comparu, il a été entendu. Troisièmement, cette évaluation n'a pas été demandée par cette chambre, ce qui signifie que cet expert n'a pas été choisi d'après les règlements de procédure et de preuve de cette cour. Donc on utilise les dires d'un expert qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui il est, on n'a pas son CV, on ne sait rien sur lui. Nous considérons que ce n'est pas un procédé correct. Quatrièmement, donc dans ce rapport, il y a des appréciations très subjectives faites par un parti tiers de la nature même de la personnalité de ce témoin. Et nous considérons donc qu'en souhaitant verser ce dossier au dossier ou en posant des questions aux témoins sur ce rapport, la défense essaie en fait de contaminer la fonction la plus essentielle de cette cour, qui est d'évaluer la crédibilité du témoin. C'est à vous de le faire. Alors, nous ne savons absolument pas comment cette évaluation a été menée. Nous avons des déclarations faites par le témoin et des conclusions de l'expert sur les tests appliqués, sur la méthodologie utilisée. Or, tout ça n'est pas disponible. De plus, vous remarquerez que le Conseil fait des commentaires sur les réponses données par le témoin. Vous l'avez remarqué vous-même d'ailleurs. Vous avez remarqué que le témoin est parfaitement en mesure de répondre lui-même aux questions qu'on lui pose. Et pour toutes ces raisons que je viens de vous énoncer, si vous permettez à la défense de poser des questions au témoin sur la base de ce rapport, eh bien, ce ne serait pas juste envers le témoin. Et cela n'aidera absolument pas à la manifestation de la vérité. La défense pourra, après tout, citer cet expert pour qu'il vienne témoigner lors de la présentation de leurs moyens. En plus, ici, on parle d'intimité quand même d'une personne. Et cela ne peut être abordé que dans l'intérêt de la justice, que ce soit en contre-interrogatoire ou en interrogatoire principal. Et nous considérons que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je donne l'URL CIV OTP 0095 1119. Je vous remercie. Le président Maître Rocher. Maître Rocher. Merci, merci. Alors, jusqu'à présent, mon éminent confrère n'a pas sapé la crédibilité de ce document d'aucune sorte, alors que je pensais que son objection allait se baser là-dessus. Mais enfin bon. L'accusation soulève une objection à un rapport psychiatrique datant de juillet 2014, rapport qui a été demandé dans le cadre d'une procédure juridique judiciaire, se prend l'interprète, ayant lieu en Côte d'Ivoire. Alors, premièrement, voici ce que nous aimerions dire. Premièrement, nous aimerions souligner l'importance de ce document. Nous sommes absolument d'accord pour dire, en effet, qu'il s'agit d'une question portant sur la crédibilité du témoin, mais aussi sur sa fiabilité. Et il faut bien comprendre ce document dans ce contexte-là. Il s'agit d'une évaluation officielle effectuée. Et je vais citer en français afin que la nature très officielle de ce document soit claire. Madame Essienne Josiane Adra, juge d'instruction à Abidjan, dans le cadre de la procédure d'instruction.
and that in the context Et cela, dans le contexte des charges qui sont décrites, et je cite à nouveau en français, constitution de bande armée, participation à une bande armée et assassinat. End of quote. fin de citation. Ce rapport a été dressé par un psychiatre en Côte d'Ivoire, le docteur Damakone, en l'occurrence. Et dans ce rapport figurent des informations qui sont assez graves lorsque l'on réfléchit à la question de fiabilité et de crédibilité. Je suppose que vous avez eu, Madame, Messieurs les juges, la possibilité de lire le dit rapport. Et j'aimerais attirer votre attention sur la page 1130 du rapport. Et regardez, et sur ce qui est écrit là, parce que, à notre avis, ce qui figure sur cette page est absolument fondamental. Et si vous le souhaitez, Monsieur le Président, je peux demander très brièvement le passage à huis clos partiel et je citerai le paragraphe important. Est-ce que vous souhaitez que je le fasse, le Président? Non, je ne pense pas que nous ayons besoin d'entendre cette citation. Maître Rocher, bien. Donc, l'information à laquelle je fais référence sur la dite page du rapport est importante pour pouvoir évaluer la plausibilité de ce témoin, le témoin 435, et est importante également pour évaluer en conséquence la crédibilité et la fiabilité de la déposition du témoin. Et très franchement, à notre avis, nous ne comprenons absolument pas pourquoi le procureur ou l'accusation souhaite retenir à l'écart ce document. Et puis j'aimerais vous dire quelque chose. Deuxièmement, il est fondamental que le contexte dans lequel ce rapport a été établi, ainsi que la teneur du rapport, puisse faire l'objet de discussions de la part de la défense ou entre la défense et ce témoin. Nous avançons que cela est tout à fait logique, que cela est censé et que cela est tout à fait conforme à l'obligation première de cette Cour qui doit être à la quête de la vérité. Donc, c'est tout autant un instrument pour la défense qu'un instrument essentiel pour la Chambre qui doit pouvoir avoir la possibilité de faire en sorte que le témoin réponde aux questions posées par la défense au sujet de ce contexte et au sujet de la teneur du dit document. Troisièmement, ce que nous avançons, c'est qu'il s'agit d'un exercice qui aurait dû être mené à bien par l'accusation elle-même. L'accusation de la Cour pénale internationale doit avoir une certaine mesure d'impartialité et s'il y a des problèmes potentiels au sujet de la fiabilité d'un témoin, c'est l'accusation qui doit s'intéresser à ce type de problème. Elle ne doit pas se contenter d'attendre que la défense le fasse. Toutefois, en l'occurrence, l'accusation a prouvé son manque d'intérêt total pour la situation ou l'état psychiatrique de ce témoin. N'oublions pas que l'accusation a auditionné ce témoin en mai 2014, à savoir immédiatement après son arrestation et son interrogatoire par la DST. La Chambre est tout à fait informée maintenant au sujet des méthodes qui ont été utilisées par la DST et qui auraient pu être utilisées avec ce témoin-ci. Ce genre
de méthode qui, en fait, qui inclut également des actes de torture. La première fois que l'accusation a soulevé cette question qui a son importance, cela s'est passé le 25 mai 2015 et ils ont présenté une évaluation sur la santé du témoin qui fait l'objet du document CIVOTP-0086-0625-R01. Il s'agit d'un rapport qui figure sur une page et qui n'évoque absolument pas l'état psychologique de ce témoin. Donc, c'est au vu de ce contexte qu'il incombe à la Chambre ainsi qu'au Conseil de la Défense de jeter de la lumière sur cette question par le truchement du témoin, et la Défense a tout à fait le droit de le faire. L'accusation a soulevé cette objection et ce faisant, elle fait passer en quelque sorte à la trappe les conditions de détention du témoin et l'influence potentielle qui aurait pu être exercée sur ce témoin lors de sa détention, ainsi que l'état d'esprit du témoin, qui est absolument essentiel pour ce qui est de déterminer la crédibilité, ou d'évaluer plutôt la crédibilité et la fiabilité de ce témoin. Nous avons, en l'occurrence, plus de 1000 pages portant sur ce témoin. Et de façon générale, nous avons des milliers de pages qui n'ont fourni à la défense aucune information au sujet de l'état psychiatrique et de l'état psychologique de ce témoin. Et d'ailleurs, cela inclut des documents émanant des autorités ivoiriennes. Si l'accusation ne conteste pas la fiabilité du document, je pense qu'il n'y a aucune base qui peut être utilisée pour exclure la possibilité que la défense s'intéresse à ce document par le truchement de ce témoin, à moins bien entendu que je ne puisse vous fournir d'autres informations à ce sujet. Le Président, nous allons suspendre pendant une dizaine, une vingtaine de minutes, 15 minutes. Monsieur McDonald, j'aimerais ajouter un élément d'information qui a son importance. Le Président, écoutez, on ne peut pas quand même se livrer à une partie de ping-pong comme cela. Vous avez eu la possibilité d'intervenir. Monsieur McDonald, excusez-moi. Il y avait un conseil qui était présent lorsque le témoin a répondu aux questions posées par l'accusation. Il a été question de torture. Il n'est absolument pas question de torture en l'espèce. Donc je pense qu'il est absolument interrompu par le Président. Suspension pendant un quart d'heure. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, dans le rapport psychiatrique, la Chambre, s'agissant de ce rapport, la Chambre accepte ce qui est contenu dans ce rapport. Il sera donc versé au dossier, mais
à condition que le témoin ne puisse pas faire de commentaires sur un rapport portant sur son état psychiatrique. Il s'agit d'un rapport d'expertise psychiatrique portant sur son état de santé. Donc la Chambre n'autorise pas qu'on pose des questions sur le rapport. Il nous reste 20 minutes. Je vais donc demander à M. l'huissier de bien vouloir faire entrer le témoin. Your Honour, Maître O'Shea, Monsieur le Président Maître O'Shea poursuivant, nous essayons simplement de comprendre ce en quoi consiste votre décision. Je vais vous dire ce que j'ai compris et vous me direz si j'ai raison. Le président interrompant. Voici ce que nous voulions dire. Le rapport sera versé au dossier, il fera partie donc du dossier de l'affaire. Il sera apprécié le moment venu, mais personne n'est autorisé à poser des questions sur le contenu du dit rapport. Maître O'Shea, voyez-vous, c'est justement là où le bas blesse, c'est que qu'est-ce que vous entendez au juste par le contenu du rapport? Si j'ai bien compris, nous ne sommes pas autorisés à exploiter le contenu du document en la présence du témoin, mais je suppose que cela ne nous empêche pas de poser des questions aux témoins se rapportant au sujet abordé dans le cadre de ce contenu. Autrement dit, la Chambre ne nous interdit pas d'aborder avec le témoin son état de santé dans le cadre de nos questions de santé mentale. Ce qui n'est pas autorisé, c'est que nous posions des questions sur la base du contenu du rapport. Est-ce que j'ai bien compris votre décision, monsieur le juge président? Nous verrons. Enfin, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Nous verrons. Monsieur MacDonald, sur ce point, monsieur le président, je crois qu'il est important que toute déclaration préliminaire peut être utilisée. Mais s'agissant des conclusions tirées par les experts, le témoin n'est pas en mesure de faire des commentaires là-dessus. Le juge président, bien sûr que non. Le témoin n'est pas en mesure de se prononcer sur les conclusions des experts, car il n'est pas censé parler de l'évaluation faite par des experts. Monsieur le témoin, il nous reste une vingtaine de minutes avant de lever l'audience, donc je redonne la parole à Maître Bougnan. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande un huis clos partiel, s'il vous plaît. Let's go into private session. Le président, oui, huis clos partiel, s'il vous plaît. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, je vous remercie. Il est 16 heures. Nous allons interrompre l'interrogatoire du témoin. Je demande au greffier ou à l'huissier de bien vouloir accompagner le témoin en dehors du prétoire. Nous allons devoir discuter des horaires des prochaines journées, car, comme l'a indiqué le conseil de permanence, il ne sera pas disponible mercredi, ce qui complique à l'évidence la procédure. Vous n'êtes pas disponible mercredi, c'est tout. Et vous pourriez éventuellement revenir après cela, le conseil de permanence. Je pourrais revenir jeudi et vendredi. Et lundi 31. Pas le mardi, le 1er novembre. Je ne serai pas disponible. Mais je serai disponible le 2 novembre et le 3 novembre.
Le président, très bien. Très bien. Merci beaucoup. Je sais qu'il est difficile de prévoir la suite des choses pendant les semaines à venir. Je pense que la déposition de ce témoin se poursuivra jusqu'à la pause. Monsieur MacDonald, nous n'allons pas siéger vendredi ni mercredi, et la semaine prochaine nous aurons le président interrompant 3 jours, lundi, mardi et jeudi. Mardi, le conseil de permanence ne sera pas disponible. Monsieur MacDonald, alors je propose que l'on reporte à plus tard, après la pause, la déposition du prochain témoin. Je n'en dirai pas plus à ce stade. Nous avions l'intention de demander peut-être à appeler un autre témoin un peu plus tôt que prévu, mais je crois que nous risquons de perdre une journée d'audience ou deux. Le président, ou peut-être pas. En tout état de cause, je crois que le mieux ce serait d'accéder à la demande du conseil de permanence qui ne sera pas disponible le 1er novembre. Mais vous serez avec nous jusqu'à la fin de la déposition de ce témoin. Est-ce que cela vous convient? Le conseil de permanence, oui, cela me convient. Mais pour cela, il faudrait que la Cour prolonge mon mandat. Le président, c'est au greffe qu'il appartient de faire cela. Le greffe en prend note. Nous allons lever l'audience et reprendre demain matin à 9h30. Merci.